Dans son ouvrage majeur Les lois de la nature humaine, Robert Greene explore les motivations profondes qui régissent nos comportements. Le chapitre 2, intitulé Transformer l'amour de soi en empathie, la loi du narcissisme, propose une analyse fouillée d'un trait universellement humain, le narcissisme. Loin de condamner cette tendance, Greene invite à la reconnaître pour mieux la transcender. Le narcissisme, selon lui, n'est pas un vice en soi, mais un point de départ. Ce qui distingue l'évolution de chacun, c'est la capacité à passer d'une forme égocentrée d'attention à une compréhension sensible et active de l'autre, l'empathie. Dans un monde marqué par la fragmentation sociale, l'individualisme et les tensions identitaires, le défi de l'empathie devient une urgence. Comment reconnaître nos propres penchants narcissiques? Comment transformer ce besoin de reconnaissance en une force relationnelle positive? Nous verrons tout d'abord en quoi le narcissisme est une condition humaine universelle, avant d'examiner ses dérives et dangers. Puis, nous aborderons les clés de sa transformation en empathie, en détaillant les différents types d'empathie identifiés par Greene. Enfin, nous terminerons par une réflexion critique sur les limites et les enjeux de cette transformation. Selon Greene, le narcissisme n'est pas une anomalie mais un besoin enraciné dans notre développement psychologique. Dès la naissance, l'enfant dépend du regard des adultes pour exister. C'est dans le miroir des autres qu'il forme la conscience de soi. Ce besoin d'être vu, reconnu, aimé, constitue la base de notre construction identitaire. Si cette reconnaissance est stable et sécurisante, elle permet le développement d'un narcissisme équilibré. Dans le cas contraire, négligence, abus ou rejet, le moi se structure autour d'un déficit de reconnaissance, ce qui peut engendrer un narcissisme pathologique. Il serait simpliste de considérer le narcissisme comme un trait binaire, on le posséderait ou non. Greene insiste sur la nature spectrale du narcissisme. Chacun se situe quelque part entre deux pôles. D'un côté, le narcissique profond, absorbé par son image et aveugle aux autres. De l'autre, le narcissique sain, conscient de son importance tout en étant ouvert à l'altérité. En somme, il ne s'agit pas d'éliminer le narcissisme, mais de le repositionner. Ce spectre s'observe dans la vie quotidienne. Certains cherchent l'approbation constante sur les réseaux sociaux, d'autres dans leur environnement professionnel. Ce besoin d'être apprécié, valorisé ou applaudi traduit notre désir universel de signification. Le danger surgit lorsqu'il devient la seule boussole de notre comportement. Notre époque amplifie les tendances narcissiques. Les réseaux sociaux incitent à la mise en scène de soi. L'individu devient sa propre vitrine. Les likes, les partages, les commentaires constituent des micro-validations constantes qui entretiennent une dépendance émotionnelle. Dans ce contexte, l'attention se retourne sur soi au détriment d'une ouverture à l'autre. L'idéologie de la performance, le culte de l'apparence, la valorisation du succès individuel participent également à cette dynamique. Le narcissisme, loin d'être marginal, devient une norme. Greene nous pousse à en prendre conscience non pour s'en affranchir totalement, mais pour éviter qu'il ne parasite nos relations humaines. Robert Greene dresse le profil du narcissique profond comme celui d'un individu excessivement centré sur lui-même, souffrant d'un déficit chronique d'empathie. Ce type de personnalité développe une dépendance au regard des autres, cherchant sans cesse à renforcer une image idéalisée de soi. Il est hypersensible à la critique, sujet à des réactions violentes ou défensives lorsqu'il se sent menacé dans son statut ou sa réputation. Ce besoin obsessionnel d'admiration peut conduire à la manipulation des autres, à une exploitation émotionnelle ou professionnelle. Un exemple marquant proposé par Robert Greene dans le chapitre est celui de l'écrivain russe Léon Tolstoï. Cet homme célébré dans le monde entier pour son génie littéraire et sa quête d'idéal moral, prônait publiquement des valeurs de simplicité, de non-violence et de renoncement aux richesses matérielles. Il inspirait des générations entières par ses écrits et ses prises de position radicales. Pourtant, derrière cette figure emblématique d'éthique et d'élévation spirituelle se cachait une réalité bien plus trouble dans la sphère privée. Greene montre que Tolstoï imposait ses convictions morales à sa famille, en particulier à sa femme, Sofia Androïevna. Il décidait unilatéralement de changer leur mode de vie, refusant par exemple les droits d'auteur sur ses livres, ou aspirant à vivre comme un paysan sans réellement tenir compte des besoins concrets de ses proches. Sofia, qui l'aimait profondément et l'avait soutenue pendant des décennies, se retrouvait seule à gérer les affaires pratiques, souvent incomprise et ignorée dans sa souffrance. Elle a laissé des journaux intimes dans lesquels elle décrit son isolement et la douleur de vivre avec un homme si absorbé par ses idéaux qu'il en oubliait l'essentiel, la relation humaine. Ce contraste entre grandeur publique et aveuglement émotionnel intime est pour Greene un exemple de narcissisme non conscient. Il ne s'agit pas ici d'un égoïsme ordinaire ou d'une vanité affichée, mais d'une forme d'oubli de l'autre, masquée par des intentions louables. Tolstoï croyait œuvrer pour le bien, mais son manque d'écoute et de considération émotionnelle transformait sa noblesse morale en source de souffrance pour ceux qu'il aimait. Ainsi, même les personnes les plus admirables peuvent tomber dans le piège du narcissisme mal canalisé, lorsqu'elles ne prennent pas la peine d'examiner l'impact de leurs choix sur leur entourage.
Cet exemple renforce l'idée que la maîtrise de soi émotionnelle ne se limite pas à l'introspection personnelle, mais implique une véritable responsabilité relationnelle. C'est dans la manière dont nous traitons ceux qui nous sont proches que se révèle notre capacité à être vraiment lucide, équilibré et juste. Le narcissisme toxique ne nuit pas seulement à ceux qui l'exercent, mais aussi à ceux qui en sont les victimes. Les relations interpersonnelles deviennent instrumentales, l'autre n'est plus perçu comme une fin en soi, mais comme un moyen d'atteindre ses propres objectifs. Il en résulte une souffrance relationnelle, un climat de méfiance, et parfois même une perte d'estime de soi chez les proches du narcissique. Pour la personne narcissique elle-même, les conséquences peuvent être tout aussi destructrices. L'isolement, la paranoïa, la détresse existentielle apparaissent souvent à mesure que le narcissique se coupe du monde réel. Prisonnier de son image, il finit par ne plus accéder à l'authenticité des liens humains, ni à ses propres émotions profondes. À l'échelle collective, la propagation du narcissisme toxique menace la cohésion sociale. Dans un environnement où chacun cherche à s'imposer, à briller, à dominer la scène, la coopération devient difficile. Le dialogue est remplacé par la compétition, l'écoute par la performance. Les technologies numériques accentuent cette tendance. Les plateformes sociales récompensent les comportements narcissiques, exhibition de soi, recherche d'approbation rapide, polarisation des opinions. Cette dynamique favorise une communication superficielle et l'affaiblissement du lien intersubjectif. Face à cette situation, Green invite à reconnaître ces dérives non pour céder au cynisme, mais pour mieux construire une alternative. Le dépassement du narcissisme passe par un recentrage sur des valeurs relationnelles fortes et par une prise de conscience de notre interdépendance fondamentale. Plutôt que de chercher à éliminer le narcissisme, Green propose d'en faire une base pour bâtir une personnalité plus équilibrée. Le narcissisme sain repose sur une connaissance lucide de soi, une acceptation de ses forces et de ses limites. Il s'accompagne d'une capacité à se valoriser sans dépendre exclusivement du regard extérieur. Un narcissique sain est capable d'autodérision, de recul et surtout d'attention envers les autres. Cette forme d'amour-propre, fondée sur la sécurité intérieure, devient un tremplin vers l'ouverture. Deux voies sont alors possibles, investir cette énergie dans la création, artistique, intellectuelle, professionnelle ou dans le lien humain. L'individu cesse d'être enfermé dans une quête égocentrée pour s'inscrire dans un projet plus large, collectif. Tourner son attention vers soi, on apprend à observer, écouter et comprendre autrui. Ce déplacement de l'attention est au cœur de la transformation que Green propose. Il ne s'agit pas d'un renoncement, mais d'une extension de la conscience de soi vers la conscience de l'autre. Cette attention à l'autre devient un outil stratégique puissant. Dans la vie professionnelle, elle permet de mieux gérer les équipes, de désamorcer les tensions, de convaincre sans manipuler. Dans la sphère privée, elle nourrit des relations authentiques et durables. Green insiste sur le fait que cette attention tournée vers autrui ne se décrète pas, elle se cultive, par l'expérience, l'écoute et l'introspection. Comme toute compétence, l'empathie se développe par la pratique. Green propose des techniques concrètes, l'écoute active, qui consiste à suspendre son jugement pour entendre vraiment ce que dit l'autre, l'observation fine du langage non verbal, la reformulation, qui vérifie la bonne compréhension. À ces techniques s'ajoute une disposition intérieure, la curiosité sincère. Il ne suffit pas d'appliquer des méthodes, encore faut-il s'intéresser réellement à la subjectivité d'autrui. Cela demande de renoncer temporairement à son propre point de vue, de se décentrer pour adopter une perspective nouvelle. Cette opération mentale, difficile, demande discipline, humilité et ouverture. Enfin, Green cite des exemples de figures historiques ayant incarné cette transformation. Ernest Shackleton, explorateur charismatique, dont la capacité à percevoir les besoins de ces hommes dans des conditions extrêmes fut décisive pour leur survie. Ce type de leadership empathique montre que l'empathie n'est pas faiblesse, mais puissance maîtrisée. La première forme d'empathie décrite par Green est d'ordre mental. Il s'agit d'adopter une disposition d'esprit bienveillante et curieuse envers autrui. Cela passe par la suspension du jugement, l'humilité et l'ouverture à la complexité humaine. Une attitude empathique implique que l'on cesse d'interpréter immédiatement le comportement d'autrui selon ses propres schémas mentaux, pour chercher à comprendre le contexte, les motivations, les émotions de l'autre. Cette posture suppose un travail sur soi, reconnaître ses propres biais, admettre que notre vision du monde n'est pas unique, et surtout, accepter l'altérité sans chercher à la modifier. C'est une forme de neutralité active, à la fois attentive et respectueuse. Cette attitude constitue la base sur laquelle les autres formes d'empathie peuvent s'épanouir. La deuxième forme d'empathie repose sur notre capacité corporelle à ressentir ce que ressent l'autre. Green évoque ici la notion de résonance émotionnelle. Lorsque nous voyons quelqu'un pleurer, notre corps réagit parfois avant même notre esprit. Cette empathie primaire, souvent instinctive, est rendue possible par des mécanismes neurologiques comme les neurones miroirs.
Mais cette faculté naturelle peut être affaiblie par l'habitude, la surcharge émotionnelle ou les distractions constantes. Green propose donc de réactiver cette empathie en prêtant attention aux signaux physiques des autres, le ton de la voix, les gestes, les expressions du visage. En affinant notre perception corporelle, nous pouvons renforcer notre capacité à capter les états émotionnels des autres avec justesse. Contrairement à l'empathie viscérale, l'empathie analytique requiert une réflexion consciente. Il s'agit ici de comprendre les schémas mentaux d'autrui, en tenant compte de son histoire personnelle, de sa culture, de son éducation, de ses croyances. C'est une forme d'analyse psychologique qui nécessite une observation attentive et une capacité de déduction. Cette forme d'empathie est particulièrement utile dans les environnements professionnels multiculturels ou dans les contextes de négociation. En comprenant ce qui structure la pensée de l'autre, on peut adapter son discours, anticiper ses réactions, établir un pont de communication plus solide. Green insiste sur le fait que cette forme d'empathie ne vise pas à manipuler, mais à créer une compréhension mutuelle plus fine. Enfin, Green évoque une forme supérieure d'empathie qui intègre les précédentes, une compétence empathique globale. Cette compétence combine l'ouverture d'esprit, la sensibilité corporelle et la compréhension intellectuelle dans une posture unifiée. Il ne s'agit plus simplement de réagir de manière empathique dans une situation ponctuelle, mais d'incarner cette qualité dans toutes les sphères de la vie. Cette compétence se forge par l'expérience, la répétition, l'échec parfois, mais surtout par une volonté constante de grandir humainement. Elle confère un avantage considérable dans les relations interpersonnelles. Elle permet de bâtir la confiance, de désamorcer les conflits, d'inspirer le respect. Dans un monde en quête de repères, elle devient un véritable capital relationnel. Green souligne que l'empathie, loin d'être un luxe moral, constitue une compétence essentielle à notre époque. Dans un contexte de tensions politiques, de polarisation sociale et de repli identitaire, la capacité à comprendre l'autre devient un enjeu de survie collective. En entreprise, en politique, dans les relations internationales comme dans le cercle privé, l'empathie facilite la coopération, atténue les conflits et renforce la cohésion. Elle est à la fois outil stratégique et principe éthique. Les sociétés qui favorisent l'écoute, la reconnaissance mutuelle et l'inclusion sont plus résilientes face aux crises. Ainsi, le développement de l'empathie ne relève pas uniquement d'un cheminement individuel, mais constitue un impératif collectif pour relever les défis du XXIe siècle. Toutefois, Green ne cache pas que l'empathie, si elle n'est pas équilibrée, peut devenir source de vulnérabilité. L'excès d'empathie peut mener à l'épuisement émotionnel, à une confusion des frontières personnelles, voire à la manipulation par des individus malveillants. Il est donc fondamental de distinguer l'empathie de la complaisance ou du sacrifice de soi. L'exercice de l'empathie doit s'accompagner d'un ancrage solide dans ses propres valeurs et limites. Il s'agit d'un équilibre subtil, rester ouvert sans se dissoudre, accueillir sans s'absorber. Cette maturité relationnelle exige une solide estime de soi et une pratique constante de l'autorégulation. Enfin, Green insiste sur le fait que l'empathie n'est pas un don réservé à quelques individus exceptionnels. C'est une capacité universelle que chacun peut cultiver à son rythme. Cela suppose une volonté d'évolution, mais aussi un environnement favorable. L'éducation joue ici un rôle central. Les enfants devraient apprendre dès le plus jeune âge à reconnaître leurs émotions et à se mettre à la place des autres. Les institutions, écoles, entreprises, administrations peuvent encourager cette compétence par des formations, des espaces d'écoute, des pratiques collaboratives. À l'échelle de la société, promouvoir l'empathie revient à investir dans l'humanité partagée. À l'issue de cette exploration du chapitre 2 de Les lois de la nature humaine, une idée essentielle se dégage. Le narcissisme, loin d'être une pathologie réservée à une minorité, est une composante universelle de l'expérience humaine. Dès lors, la question n'est pas de savoir si nous sommes narcissiques, mais comment nous choisissons d'orienter cette énergie. Robert Greene nous propose de substituer à la quête exclusive d'admiration une quête d'écoute, de compréhension et de lien. Transformer l'amour de soi en empathie n'est ni un acte de soumission ni une naïveté. C'est une démarche exigeante, qui suppose de se connaître, de se remettre en question et de s'ouvrir à la complexité de l'autre. L'empathie n'est pas un don spontané, mais une discipline intérieure. Elle constitue une réponse puissante à la fragmentation de notre époque, et un outil précieux pour celles et ceux qui aspirent à une influence fondée sur le respect et la coopération. En mettant en lumière les différentes formes d'empathie, Green offre un cadre pour cette transformation. Qu'elle soit viscérale, analytique ou comportementale, l'empathie permet de réconcilier deux forces souvent opposées, le besoin d'individualité et le désir de connexion. En conclusion, la loi du narcissisme nous enseigne une leçon fondamentale. C'est en dépassant l'égocentrisme que nous accédons à notre véritable puissance humaine. Dans un monde saturé de bruit, de division et de superficialité, cultiver l'écoute, l'attention et la compréhension mutuelle est peut-être l'acte le plus subversif et le plus nécessaire qui soit. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu,
N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!